Mes parents offrent 100 000 € à ma sœur pour son mariage et maîtres disent, tu ne mérites aucune aide. Alors, je coupe les ponts. 3 ans plus tard, elle passe devant ma villa à 1,5 million d'euros et appelle ma mère en pleurant, pourquoi a-t-elle ça? Je m'appelle Léonie, j'ai 28 ans. Mon histoire commence à Lyon, dans une famille où tout semblait parfait en apparence. Mes parents ont offert 100 000 € à ma sœur pour son mariage de rêve et m'ont dit, droit dans les yeux, que je ne méritais aucune aide. Alors, j'ai coupé les ponts. 3 ans plus tard, ma sœur est passée en voiture devant ma villa à 1,5 million d'euros, et a appelé ma mère, en larmes, pour lui demander, pourquoi a-t-elle ça et pas moi? Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette villa n'était pas le fruit de la chance, mais la conséquence directe de leur cruauté. Avant de vous raconter en détail cette histoire, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Ça me fait toujours plaisir de voir jusqu'où mes histoires voyagent. Mon père, Hervé, n'était pas un simple pharmacien, il possédait l'une des plus grandes officines du 6e arrondissement de Lyon, un quartier où la discrétion et la fortune vont de pair. Ma mère, Martine, était une critique d'art respectée, dont le nom apparaissait régulièrement dans les colonnes du Figaro. Nous vivions dans un magnifique appartement haussmannien surplombant le parc de la Tête d'Or. Pour le monde extérieur, nous étions l'incarnation de la réussite. Mais à l'intérieur, la réalité était bien différente. Il y avait Adélaïde, ma sœur aînée de 3 ans, et il y avait moi. Adélaïde était le chef-d'œuvre de mes parents. Blonde, gracieuse, elle semblait née pour évoluer dans ce monde de vernissage et de dîners mondains. Moi, j'étais plus réservée, brune, avec un esprit que mes parents qualifiaient de « trop pragmatique ». La différence de traitement a commencé sitôt que c'est devenu la norme. Pour le lycée, ils ont décidé qu'Adélaïde avait besoin d'un environnement plus stimulant et l'ont envoyée dans un prestigieux pensionnat en Suisse, un investissement de plus de 30 000 € par an. Quand mon tour est venu, l'argument a changé. Les finances sont un peu serrées en ce moment, m'a expliqué ma mère. Et puis, le lycée Jean Perrin est excellent, tu t'y plairas. C'était un bon lycée public, certes, mais le message était clair, l'excellence était pour Adélaïde, le « bon » était pour moi. Je me souviens encore de mes pensées d'enfant, de ces questions qui me rongeaient la nuit. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Peut-être que si j'étais plus comme elle, plus blonde, plus souriante, plus sociable, les choses seraient différentes. C'étaient les pensées toxiques d'une enfant qui cherchait désespérément une explication logique à l'inexplicable. Pour mes 18 ans, une Mini Cooper neuve, d'un rouge éclatant, attendait Adélaïde dans la cour de notre immeuble. Un ruban de soie blanche était noué autour du volant. La scène a été immortalisée par des dizaines de photos. Pour mes 18 ans, mon père m'a assis dans son bureau. Il m'a tendu une brochure pour un job étudiant dans une boulangerie du quartier. Ça t'apprendra la valeur de l'argent, Léonie, m'a-t-il dit avec un air grave. J'ai donc passé mes week-ends à vendre des croissants pour pouvoir, 2 ans plus tard, m'acheter une vieille Twingo qui sentait le renfermer. Le fossé s'est creusé davantage au moment des études supérieures. Adélaïde a été admise à HEC Paris, la voie royale. Mes parents lui ont loué un appartement dans le 5e arrondissement de Paris et lui versaient une pension mensuelle confortable. Quand j'ai annoncé mon choix d'étudier la communication à l'Université Lumière Lyon 2, le visage de mon père s'est fermé. La communication? C'est une filière pour ceux qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Un diplôme sans prestige, sans avenir. Une violente dispute a éclaté. J'ai tenu bon, mais j'ai dû contracter un prêt étudiant pour financer mes études, une dette qui me semblait alors insurmontable. J'ai appris à ne compter que sur moi-même. J'ai appris à célébrer mes propres victoires en silence, à panser mes propres plaies. Cette injustice matérielle avait forgé mon caractère, m'avait rendue plus forte, plus indépendante. Mais j'étais sur le point de découvrir une forme de trahison bien plus subtile et bien plus dévastatrice, la sabotage active, orchestrée par la personne même que j'avais autrefois placée sur un piédestal. Pendant mes études, j'ai rencontré Clément. Il étudiait l'ingénierie logicielle à l'INSA, l'une des meilleures écoles d'ingénieurs de Lyon. Comme moi, il venait d'un milieu modeste et n'avait pas peur de travailler dur. Ses parents étaient instituteurs à la campagne et lui avaient inculqué des valeurs simples, l'honnêteté, le travail et le respect.
Avec Clément, je n'avais pas besoin de jouer un rôle. Il me voyait pour qui j'étais, et non pour ce que je n'étais pas. Nous partagions les mêmes rêves, construire quelque chose par nous-mêmes, prouver notre valeur par nos actions, et non par notre nom de famille. En 3e année, une opportunité en or s'est présentée. L'agence de publicité Publicis, l'une des plus grandes de Lyon, cherchait un stagiaire. Obtenir ce stage pouvait littéralement lancer ma carrière. Le directeur de l'agence était une vieille connaissance de mon père. Pour une fois, j'ai ravalé ma fierté et lui ai demandé s'il pouvait glisser un mot en ma faveur. Il a accepté, l'air un peu condescendant, mais il l'a fait. Mon CV a été retenu, j'ai passé le premier entretien avec succès. J'étais sur un nuage, je sentais que ma chance tournait enfin. C'est là que tout a basculé. Un soir, en rentrant à l'appartement parental pour récupérer quelques livres, j'ai entendu des voix provenant du bureau de ma mère. C'était Adélaïde, au téléphone. Sa voix était douce, presque mielleuse. « Maman, je suis inquiète pour Léonie. Elle est si impulsive. Publicis, c'est un milieu très feutré, il faut savoir se tenir. Je crains qu'elle ne fasse une gaffe, qu'elle ne nous fasse honte à tous. Elle n'a pas les codes de ce monde. » Il y a eu un silence, puis elle a ajouté la phrase qui a glacé mon sang. « Papa a déjà parlé à Monsieur Durand, non ? Peut-être qu'il pourrait le rappeler, juste pour lui dire de faire attention. Ce serait terrible si elle nuisait à la réputation de la famille. » Mon cœur s'est arrêté de battre. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était un acte de sabotage délibéré. Elle utilisait son statut de « fille parfaite » pour me dépeindre comme une menace, une enfant terrible incapable de se comporter. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email laconique de Publicis. Ma candidature n'était plus à l'étude. Aucune explication. Ce soir-là, j'ai confronté Adélaïde. Elle était chez mes parents pour le dîner. Je l'ai prise à part dans le couloir. « C'est toi, n'est-ce pas ?» ai-je demandé, la voix tremblante de rage contenue. Elle m'a regardé avec un air d'innocence parfaitement maîtrisé. « De quoi parles-tu, ma chérie ? » Le stage. Tu as dit quelque chose à papa, tu lui as demandé d'appeler le directeur. Un petit sourire suffisant a flotté sur ses lèvres. Elle s'est approchée et a murmuré, pour que je sois la seule à entendre, « Le monde est une compétition, petite sœur. Les meilleurs gagnent. Peut-être que tu n'étais tout simplement pas la meilleure. » Je suis restée figée, le souffle coupé. La cruauté de ces mots était encore pire que l'acte lui-même. J'ai cherché le soutien de ma mère, mais elle a simplement haussé les épaules. « Adélaïde s'inquiète pour toi, c'est tout. Tu as tendance à être un peu trop directe. » J'ai compris à ce moment-là que je n'étais pas seulement l'enfant la moins aimée, j'étais aussi la rivale. Mon indépendance, ma détermination, tout ce qui faisait ma force était perçu comme une menace pour l'équilibre familial qu'ils avaient construit autour de leur fille parfaite. Je suis partie sans un mot de plus, les larmes brouillant ma vue. Cette trahison m'a profondément blessée, mais elle a aussi allumé en moi une nouvelle flamme, une détermination farouche à réussir, non plus pour leur prouver quelque chose, mais pour moi-même. J'avais pensé que rien ne pouvait être pire que d'être poignardée dans le dos par ma propre sœur. J'avais tort. Les mots que mes parents allaient prononcer 2 ans plus tard n'étaient pas un poignard, c'était une guillotine qui allait trancher net les derniers liens qui nous unissaient. 2 ans ont passé. Clément et moi avions terminé nos études. Il avait décroché un excellent poste d'ingénieur dans une start-up en pleine croissance, et j'avais trouvé ma place dans une agence de marketing digital plus petite, mais où mon travail était apprécié. Nous avions emménagé dans notre premier appartement, un petit 2 pièces dans le quartier de la Croix-Rousse, et nous remboursions nos prêts étudiants euro après euro. Nous étions heureux, d'un bonheur simple et authentique. Puis, la nouvelle est tombée comme une bombe. Adélaïde se mariait. Son fiancé, Bastien, était le fils d'un riche promoteur immobilier, un partenaire d'affaires de mon père. Le mariage était l'union parfaite, le couronnement de la stratégie familiale. Mes parents étaient aux anges. Ils ont organisé une somptueuse fête de fiançailles dans un restaurant étoilé. C'est là, devant une trentaine d'invités triés sur le volet, que mon père a levé sa coupe de champagne. Pour célébrer cette union magnifique, Martine et moi avons le plaisir d'offrir à nos enfants un petit coup de pouce pour leur mariage, un chèque de 100 000 €.
Des murmures approbateurs ont parcouru l'assemblée. 100 000 €. La somme a résonné dans ma tête. C'était plus que la valeur de tout ce que Clément et moi possédions. J'ai souri, j'ai applaudi, j'ai félicité ma sœur. Mais à l'intérieur, un sentiment de malaise s'est installé. 2 semaines plus tard, lors d'une randonnée dans les monts du Lyonnais, Clément a mis un genou à terre et m'a demandé de l'épouser. La bague n'était pas un diamant énorme, mais une magnifique pierre de saphir que sa grand-mère lui avait léguée. C'était parfait. Nous avons commencé à planifier notre mariage, une cérémonie simple et intime dans une vieille ferme en pierre dans le Beaujolais, entourée de nos amis les plus proches. Notre budget était serré, mais notre amour était immense. Avant d'annoncer la nouvelle, j'ai dit à Clément, je n'attends pas 100 000 €. Je veux juste qu'il soit heureux pour moi. Juste un peu d'aide, peut-être pour le traiteur, ou même juste un câlin sincère. Je veux juste sentir, pour une fois, que je suis aussi leur fille. C'est avec cet espoir fragile que nous avons pris rendez-vous pour dîner avec mes parents. L'ambiance était glaciale. Pas de champagne, pas de toast. Ma mère avait préparé un simple rôti. Nous avons attendu la fin du repas pour leur annoncer la nouvelle. Maman, papa, Clément et moi allons nous marier. Ma mère a posé sa fourchette. Mon père a cessé de mâcher. Ils ont échangé un regard que je ne connaissais que trop bien. Ah, a simplement dit mon père. Et vous comptez financer ça comment? Clément, toujours calme et respectueux, a pris la parole. Nous avons mis de l'argent de côté, monsieur. Nous voulons quelque chose de simple, qui nous ressemble. J'ai ajouté, la voix un peu tremblante, on espérait, peut-être, que vous pourriez nous aider un peu, comme vous l'avez fait pour Adélaïde. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis mon père s'est penché en avant, les mains jointes sur la table. Son visage était dur, sans émotion. Léonie, soyons clairs. Adélaïde a fait des choix qui honorent cette famille. Elle a fait de bonnes études, elle épouse un homme qui va renforcer notre position sociale. Elle a gagné notre soutien. Ma mère a enchaîné, sa voix tranchante comme du verre brisé. Nous n'allons pas investir dans un mariage qui ne rapporte rien. Ton fiancé est un ingénieur, c'est bien. Mais ses parents sont des instituteurs. Il n'y a aucune valeur ajoutée pour nous. J'étais sidérée. Investir? Rapporter? Vous parlez de mon mariage comme d'une transaction commerciale? C'est exactement ce que c'est, a rétorqué mon père. Et dans cette transaction, tu n'as rien à offrir. Tu as toujours fait tes propres choix, contre notre avis. Eh bien, assume-les. Tu ne mérites pas notre aide. Tu ne mérites pas notre aide. Ces mots ont tourné en boucle dans ma tête. Chaque syllabe était un coup de poignard. Mais le pire restait à venir. En me levant pour partir, les larmes aux yeux, ma mère m'a retenu par le bras. Elle s'est approchée de mon oreille et a chuchoté, pour que Clément n'entende pas, tu as toujours été ma plus grande déception, Léonie. C'était le coup de grâce. Honnêtement, à ce moment-là, une partie de moi s'est brisée. Je me demande ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous continué à vous battre pour leur amour, ou auriez-vous tourné la page? Dites-le moi dans les commentaires, vos avis comptent beaucoup pour moi. Le trajet du retour s'est fait en silence. Clément tenait ma main, sa présence était mon seul réconfort. Je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà des larmes, dans un état de choc et d'engourdissement. Les mots de ma mère résonnaient en moi, ma plus grande déception. Comment une mère pouvait-elle dire une chose pareille à son enfant? Dans les jours qui ont suivi, j'ai tenté une dernière fois de trouver une alliée. J'ai appelé Adélaïde. Je lui ai raconté la conversation, la douleur, l'humiliation. J'espérais une once de compassion, de solidarité sororale. Sa réponse m'a glacée. Oh, Léonie, ne sois pas si dramatique. Tu sais bien comment ils sont. Tu as toujours voulu nager à contre-courant, c'est le résultat. La vie est faite de choix, et les choix ont des conséquences. Pas un mot de soutien. Pas un mot de réconfort. Juste une froide leçon de réalisme, qui sonnait comme une approbation tacite de la cruauté de nos parents. Malgré tout, une partie de moi s'accrochait encore. Je ne pouvais pas imaginer ne pas être présente au mariage de ma propre sœur. J'ai donc décidé d'y aller.
Clément était réticent, mais il a accepté de m'accompagner. Nous y irons la tête haute, m'a-t-il dit. Nous n'avons rien à nous reprocher. Le mariage a eu lieu dans un somptueux château du Beaujolais. Tout n'était que luxe, opulence et démonstration de richesse. Des centaines d'invités, des robes de créateurs, du champagne qui coulait à flots. C'était le mariage que mes parents avaient acheté pour leur fille parfaite. La première humiliation a été le plan de table. Clément et moi étions à la table 18. La dernière. La plus éloignée de la table d'honneur, coincée entre la porte des cuisines et les toilettes. Nous étions assis avec de lointains cousins de la campagne que personne ne semblait connaître. Pendant le repas, mes parents ont fait le tour des tables, saluant chaleureusement chaque invité. Quand ils sont arrivés à la nôtre, leur sourire s'est figé. Un simple « bonsoir » de mon père, un petit signe de tête de ma mère, et ils sont passés à la table suivante, comme si nous étions des étrangers. Mais le coup de grâce final est venu pendant les discours. Mon père s'est levé, a parlé de sa fierté, de la joie de voir sa fille Adélaïde accomplir un si beau mariage. Puis, il a marqué une pause, son regard balayant la salle. Dans la vie, a-t-il dit d'une voix forte, il y a ceux qui suivent le chemin de la raison et du devoir familial, et ceux qui choisissent des sentiers plus personnels. Son regard a croisé le mien pendant une fraction de seconde, un éclair de mépris dans ses yeux. Adélaïde a toujours su où était sa place. Ce mariage est la récompense de sa loyauté. La salle a applaudi. Moi, j'avais l'impression de suffoquer. C'était une humiliation publique, délibérée. Il ne s'est pas contenté de me rejeter en privé, il l'a fait devant des centaines de personnes. Un peu plus tard, en allant me rafraîchir, je suis passé derrière un groupe d'amis de ma mère. Je l'ai entendu dire, d'une voix faussement compatissante, « C'est ma fille cadette, là-bas. » Un peu perdue, la pauvre. Elle a fait des choix, compliqués. Mais que voulez-vous, c'est la vie. C'en était trop. J'ai retrouvé Clément, qui discutait poliment avec un vieil oncle. On s'en va, ai-je murmuré. Il a vu la détresse dans mes yeux et n'a pas posé de questions. Nous nous sommes éclipsés discrètement. Dans la voiture, je me suis effondrée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré pour la petite fille qui n'avait jamais été assez bien. J'ai pleuré pour l'adolescente qui avait dû se battre pour chaque petite victoire. J'ai pleuré pour la jeune femme qui venait d'être publiquement rognée par sa propre famille. Cette nuit-là, en rentrant dans notre petit appartement de la Croix-Rousse, j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert mes contacts. J'ai cherché « Père ». J'ai cliqué sur « Bloquer ce contact ». J'ai fait de même pour « Mère » Adélaïde. C'était un geste simple, presque clinique. Mais il était chargé d'une signification immense. C'était la fin. Ce n'était pas seulement une dispute, c'était un divorce. Un divorce d'avec ma propre famille. Cette nuit-là, dans les bras de Clément, j'ai pleuré la mort d'une relation que j'avais passé ma vie à essayer de sauver. Mais je ne savais pas encore que de ce deuil allait naître une force que je n'aurais jamais soupçonnée. La première année a été la plus dure. C'était une année de deuil. Je pleurais une famille que je n'avais jamais vraiment eue, mais dont j'avais toujours espéré l'amour. Les anniversaires, Noël, la fête des mères, chaque occasion était un rappel douloureux de ce vide. Il n'y a eu aucun appel, aucun message. Juste un silence assourdissant qui confirmait que ma décision était la bonne, mais qui ne la rendait pas moins douloureuse. Clément m'a suggéré de voir un thérapeute. Au début, j'étais réticente. Je ne suis pas folle, lui disais-je. Je suis juste triste. Mais il a insisté doucement, et j'ai fini par accepter. Ce fut la meilleure décision de ma vie. Ma thérapeute, Madame Girard, m'a aidé à mettre des mots sur des années de souffrance. Elle m'a expliqué le concept de parentalité conditionnelle, cet amour donné uniquement en échange de la conformité. Elle m'a aidé à comprendre que leur rejet n'était pas le reflet de ma valeur, mais de leurs propres limites, de leur propre vision étriquée du succès et de la famille. Lentement, j'ai commencé à me reconstruire. J'ai réalisé que mon indépendance, ma détermination, ces traits de caractère qu'ils avaient toujours critiqués, étaient en réalité mes plus grandes forces. Un soir, alors que nous mangions des pâtes sur la petite table de notre cuisine, j'ai eu une prise de conscience.
Je me suis tournée vers Clément et je lui ai dit, j'en ai assez d'être définie par ce que je ne suis pas à leurs yeux. Je veux être définie par ce que nous allons construire, ensemble. Cette phrase a été le catalyseur. Le lendemain, nous avons acheté un grand tableau blanc. Nous avons passé la soirée à y écrire nos rêves, nos ambitions, nos valeurs. Pas des choses matérielles, mais des objectifs de vie, l'indépendance financière, un travail qui a du sens, une maison qui serait un refuge, des relations basées sur le respect mutuel. Nous nous sommes jetés à corps perdu dans le travail. Dans mon agence, j'ai commencé à prendre plus d'initiatives, à proposer des campagnes audacieuses. Mon patron a remarqué mon énergie nouvelle et m'a confié des projets de plus en plus importants. Clément, de son côté, est devenu un pilier de sa start-up. Il travaillait des nuits entières, non pas par obligation, mais par passion. L'idée a germé lors d'un week-end pluvieux. Et si on créait notre propre agence, m'a lancé Clément. Avec tes compétences en marketing et ma maîtrise de la technologie, on pourrait proposer quelque chose de nouveau, de différent. L'idée était terrifiante et excitante à la fois. C'était un saut dans l'inconnu. Nous avons passé les 6 mois suivants à élaborer notre projet. Le soir, après nos journées de travail respectives, nous nous retrouvions devant nos ordinateurs pour construire notre plan d'affaires. Nous avons baptisé notre future entreprise, Visibilité Lyon. Notre concept, une agence de marketing digital qui combine la créativité d'une agence de communication traditionnelle avec la puissance technique d'une entreprise de la tech. Nous avons démissionné de nos emplois le même jour. C'était le jour le plus effrayant et le plus libérateur de ma vie. Nous avons investi toutes nos économies, soit environ 15 000 €, dans la création de l'entreprise. Notre bureau était notre salon. Notre premier employé était notre chat, qui dormait sur les dossiers. Les débuts ont été brutaux. Nous avons essuyé des dizaines de refus. J'ai passé des journées entières au téléphone, à essayer de convaincre des clients potentiels. Je me souviens des moments de doute, des nuits où je me réveillais en sueur, terrifiée à l'idée que mes parents avaient peut-être eu raison. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais, ai-je murmuré à Clément un soir, épuisé. Il m'a prise dans ses bras et m'a dit, peut-être pas. Mais on aura essayé. Ensemble. Notre premier client a été une petite fromagerie du quartier. La propriétaire, une femme adorable nommée Hélène, nous a fait confiance. Nous avons travaillé sans relâche sur son projet, bien au-delà de ce pourquoi elle nous payait. Le résultat a dépassé ses attentes. Sa boutique est devenue un succès local. Elle a parlé de nous à d'autres commerçants. Lentement, brique par brique, nous avons commencé à construire notre réputation. Nous avions posé les premières fondations. Mais un contrat majeur, un projet qui pouvait soit nous propulser vers les étoiles, soit nous anéantir, se profilait à l'horizon. Et nous n'avions aucune idée de l'épreuve qui nous attendait. Le tournant est arrivé sous la forme d'un email inattendu. Il provenait d'un des plus grands domaines viticoles de Bourgogne, une maison prestigieuse dont le nom était synonyme de tradition et d'excellence. Ils avaient entendu parler de notre approche innovante et voulaient nous rencontrer. C'était le genre de client qui pouvait changer une vie. C'était aussi le genre de client qui pouvait nous écraser si nous n'étions pas à la hauteur. La pression était immense. Nous avons travaillé pendant 3 semaines, jour et nuit, pour préparer notre présentation. Nous avons analysé leur marché, décortiqué leurs concurrents, imaginé une stratégie digitale complète, de la refonte de leur site web à une campagne sur les réseaux sociaux qui mêlait histoire et modernité. Le jour de la présentation, nous nous sommes rendus dans leur magnifique domaine. J'étais terrifiée. Devant nous se trouvait le conseil d'administration, une dizaine d'hommes et de femmes en costume sombre qui nous regardaient avec un scepticisme poli. J'ai pris la parole, la voix tremblante au début, puis de plus en plus assurée. J'ai parlé avec passion, non pas seulement de marketing, mais de leur histoire, de leur terroir, de l'âme de leur vin. Clément a ensuite présenté la partie technique, avec une clarté et une vision qui ont impressionné l'assemblée. Quand nous avons terminé, il y a eu un long-silence. Puis, le président du conseil s'est levé et a dit, « C'est la proposition la plus intelligente et la plus audacieuse que nous ayons entendue depuis 10 ans. Bienvenue dans la famille. » Ce contrat a été notre rampe de lancement. Le succès de la campagne a fait grand bruit dans le milieu. Les clients ont commencé à affluer.
En moins d'1 an, nous avons dû déménager de notre salon à un petit bureau, puis à un bureau plus grand. Nous avons embauché nos premiers salariés. Visibilité Lyon devenait un nom qui comptait. C'est à cette période que nous avons rencontré Monsieur Bernard. C'était un homme d'affaires à la retraite, un investisseur légendaire dans la tech lyonnaise. Il avait entendu parler de nous et nous a invités à déjeuner. Je m'attendais à un interrogatoire, à un homme froid et calculateur. J'ai découvert un homme chaleureux, brillant, avec un regard pétillant de curiosité. Il nous a écoutés pendant plus d'1 heure sans nous interrompre. À la fin du repas, il nous a regardés et a dit une phrase qui a changé ma perception de moi-même. Je n'investis jamais dans des idées. J'investis dans des gens. Et je vois en vous deux une résilience et une intégrité rares. Il a posé sa main sur la mienne. Votre père aurait dû être fier de vous, ma petite. J'ai senti les larmes monter. C'était la première fois qu'une figure paternelle me validait de cette manière. C'était un baume sur une blessure que je croyais inguérissable. Monsieur Bernard n'a pas seulement investi dans notre entreprise, il est devenu notre mentor. Il nous a poussés à voir plus grand. Votre agence est un succès, nous a-t-il dit. Mais votre vraie valeur, c'est le système que vous avez créé en coulisses. Transformez-le en un logiciel, et vous ne vendrez plus votre temps, vous vendrez une solution. Cette idée a été une révélation. Nous avons commencé à développer une plateforme logicielle en SaaS, Software as a Service, un outil qui permettrait aux petites et moyennes entreprises de gérer leur marketing digital de manière simple et intuitive. Au milieu de cette effervescence professionnelle, Clément et moi avons décidé qu'il était temps. Nous nous sommes mariés un jour d'été au bord du lac d'Annecy. Il n'y avait que 20 invités, nos amis les plus proches, ceux qui nous avaient soutenus dans les moments les plus sombres. Il n'y avait pas de château, pas de robe de créateur à 10 000 euros. Il y avait des rires, des larmes de joie, et un amour si profond qu'il n'avait besoin d'aucun artifice. C'était notre victoire. Nous avions construit notre propre bonheur, notre propre famille. La vie semblait enfin nous sourire, calme et sereine. Mais à Paris, un géant de la tech avait entendu parler de notre logiciel. Et le calme était sur le point de se transformer en tempête. L'appel est arrivé un lundi matin. C'était une grande entreprise technologique parisienne, un des fleurons du CAC 40. Ils avaient testé notre logiciel en version bêta et étaient impressionnés. Ils voulaient nous rencontrer. Une semaine plus tard, nous étions dans leur bureau vertigineux de la Défense, surplombant tout Paris. Les négociations ont duré des mois. C'était un monde que nous ne connaissions pas, fait d'avocats, d'audits financiers et de clauses complexes. Monsieur Bernard nous a guidés à chaque étape. Ils voulaient racheter notre technologie et intégrer notre équipe. Leur première offre était de 5 millions d'euros. Nous avons failli accepter, abasourdis par la somme. Monsieur Bernard a ri. Les enfants, vous valez bien plus que ça. Finalement, après d'âpres discussions, nous sommes parvenus à un accord. Ils rachetaient notre entreprise pour la somme de 15 millions d'euros. 15 millions. De plus, ils nous offraient un contrat de consultant de 2 ans, grassement rémunéré, pour assurer la transition. Le soir où nous avons signé les documents, nous ne sommes pas allés dans un grand restaurant. Nous sommes rentrés dans notre appartement de la Croix-Rousse, celui où tout avait commencé. Nous nous sommes assis par terre, avec une bouteille de champagne bon marché, et nous avons regardé le tableau blanc, toujours accroché au mur, où nous avions écrit nos rêves quelques années plus tôt. Le chiffre 15 millions d'euros flottait dans l'air. C'était irréel. Mais ce n'est pas à ça que je pensais. Je pensais à la jeune femme de 20 ans qui mangeait des pâtes premier prix pour pouvoir s'acheter ses manuels universitaires. Je pensais à la jeune entrepreneur qui pleurait dans sa voiture après un énième refus d'un client. J'ai regardé Clément et j'ai commencé à pleurer. Pas des larmes de joie exubérantes, mais des larmes de soulagement, des larmes pour cette jeune femme que j'étais, qui venait enfin de gagner sa liberté. Avec cette nouvelle sécurité financière, nous avons décidé de réaliser un autre rêve, trouver notre maison. Pas un symbole de statut social, mais un sanctuaire. Nous avons cherché pendant des mois, et nous l'avons trouvée. Une villa d'architecte contemporaine, nichée sur les hauteurs des Monts d'Or, avec une vue panoramique sur Lyon. C'était l'antithèse de l'appartement haussmannien de mes parents. Des lignes épurées, de grandes baies vitrées,
un design minimaliste et chaleureux. Elle avait une piscine à débordement qui semblait se jeter dans le ciel, un jardin paysager où la nature reprenait ses droits, et une immense pièce à vivre où nous pourrions enfin recevoir nos amis. Le prix était de 1,5 million d'euros. Nous l'avons acheté sans crédit. En signant l'acte de vente, j'ai ressenti un mélange étrange de fierté et de tristesse. J'étais si fière du chemin que nous avions parcouru. Mais une petite voix en moi regrettait de ne pas pouvoir partager ce moment avec ma mère, de ne pas pouvoir voir l'admiration dans les yeux de mon père. C'était une blessure qui, malgré tout, n'était pas complètement refermée. Nous avons emménagé et avons commencé à construire notre nouvelle vie. J'ai appris que le vrai luxe n'était pas la piscine ou la vue, mais la paix. La paix de se réveiller le matin sans anxiété financière. La paix de travailler sur des projets qui nous passionnent. La paix d'être entouré de gens qui nous aiment pour ce que nous sommes. Nous étions au sommet de notre monde. Mais on dit que plus on monte haut, plus la chute de ceux qu'on a laissés derrière est spectaculaire. Et la chute de ma famille ne faisait que commencer. Alors que nous construisions notre avenir, le passé, que je croyais enterré, était sur le point de refaire surface de la manière la plus cruelle et la plus inattendue qui soit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Pendant près de 3 ans, le silence radio a été total. Ma vie avançait, et la leur semblait appartenir à un autre monde, une autre époque. Les nouvelles me parvenaient par bribes, au détour d'une conversation avec une connaissance commune, comme des échos d'un naufrage lointain. La première vague a touché mon père. Une enquête de la sécurité sociale a révélé des irrégularités dans la gestion de sa pharmacie, des histoires de prescriptions de confort qui ont fait grand bruit dans le milieu médical lyonnais. Il n'a pas été condamné, mais sa réputation a été pulvérisée. L'ordre des pharmaciens l'a sanctionné, et la honte a été si grande qu'il a été contraint de vendre son officine, celle qui avait été la fierté de sa vie, à un prix bien inférieur à sa valeur. Il a pris une retraite anticipée, amère et silencieuse. La deuxième vague a emporté Adélaïde. La fortune de la famille de Bastien, son mari, s'est avérée n'être qu'un château de cartes. Le promoteur immobilier, son beau-père, a été rattrapé par une enquête pour fraude fiscale. L'entreprise a fait faillite, emportant avec elle le train de vie luxueux d'Adélaïde et Bastien. Du jour au lendemain, ils ont dû vendre leur magnifique appartement du 6e arrondissement. Bastien, qui n'avait jamais vraiment travaillé, s'est retrouvé sans emploi, sans compétences, et surtout, sans le nom de son père pour lui ouvrir les portes. J'ai appris qu'ils avaient emménagé dans un petit 3 pièces en location à Vénissieux, une banlieue populaire de Lyon. Adélaïde, qui avait toujours méprisé mon choix de carrière, avait dû trouver un travail de chargé de communication dans une compagnie d'assurance pour payer les factures. Je n'ai ressenti aucune joie en apprenant cela. Juste une profonde tristesse. Ils avaient tout misé sur l'argent, le statut, les apparences. Et tout s'était effondré. Un samedi matin, alors que Clément et moi prenions notre café sur la terrasse, mon téléphone a sonné. C'était Sophie, une de mes meilleures amies, qui habitait à quelques maisons de la nôtre. Léonie, ne panique pas, mais, je crois que je viens de voir ta sœur. Quoi? Ici? Oui. Elle était dans une vieille Clio. Elle a ralenti devant chez toi, elle est restée là quelques minutes, à regarder la maison. Puis elle est partie quand elle m'a vue. Elle avait l'air, bouleversée. Un frisson m'a parcouru. Vénissieux était à plus de 30 minutes de route des Monts d'Or. Elle n'était pas là par hasard. Elle était venue en repérage. Cette pensée m'a mise profondément mal à l'aise. Qu'est-ce qu'elle voulait? Pourquoi maintenant? Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour avoir la réponse. Quelques heures plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Un numéro que je ne connaissais pas s'affichait. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Une voix que je n'avais pas entendue depuis 3 ans, une voix qui semblait plus vieille, plus fragile, a murmuré à l'autre bout du fil. Léonie? C'est maman. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. J'ai dû m'asseoir. Des milliers de questions se bousculaient dans ma tête. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Est-ce que quelqu'un était malade?
Est-ce qu'il était arrivé quelque chose de grave? Maman? Est-ce que tout va bien? Ai-je demandé, ma voix à peine audible. Oui, oui, tout va bien, enfin, ça va, a-t-elle répondu, évasive. Il y a eu un long silence, puis elle a ajouté, d'un ton qu'elle voulait enjouer mais qui sonnait faux. Tu nous manques, ma chérie. Cela fait bien trop longtemps. Adélaïde nous a dit qu'elle était passée par hasard dans ton quartier aujourd'hui. Elle dit que tu as une maison magnifique. On aimerait beaucoup la voir. On pourrait se réconcilier? Le mot « hasard » m'a écorché les oreilles. Il n'y avait aucun hasard là-dedans. C'était une opération planifiée. Ils avaient vu ma réussite. Ils avaient besoin de quelque chose. J'ai accepté de les voir. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être par curiosité morbide. Peut-être parce qu'une infime partie de moi espérait encore un miracle, une excuse, un mot de regret. Je ne savais pas que j'allais au-devant de la confrontation la plus difficile de ma vie, une confrontation qui allait enfin me libérer, ou me détruire pour de bon. Le samedi suivant, ils sont arrivés. Mon père, ma mère et Adélaïde. Ils sont sortis d'une voiture modeste qui contrastait violemment avec le luxe tranquille de notre quartier. En les voyant s'avancer dans l'allée, j'ai vu ce que 3 années de silence et d'épreuve avaient fait d'eux. Mon père avait vieilli, ses épaules étaient voûtées. Ma mère forçait un sourire qui n'atteignait pas ses yeux fatigués. Adélaïde, enceinte de plusieurs mois, avait perdu cet éclat arrogant qui la caractérisait. Je les ai accueillis poliment, mais avec une certaine distance. Leur regard balayait chaque recoin de la maison, de la hauteur sous plafond aux œuvres d'art sur les murs, avec un mélange d'émerveillement et de jalousie à peine dissimulée. Nous nous sommes installés sur la terrasse. J'ai servi du café. Le silence était pesant. C'est ma mère qui l'a brisé, avec une fausse légèreté. C'est merveilleux de se retrouver en famille. On a été stupide de laisser passer autant de temps. J'ai décidé de ne pas jouer leur jeu. Pourquoi êtes-vous là, maman? Le masque est tombé. Mon père a pris la parole, le ton grave d'un homme d'affaires en difficulté. Léonie, nous ne te le cacherons pas, nous traversons une période difficile. Il m'a parlé de sa retraite forcée, de sa réputation ruinée. Je veux monter un petit cabinet de conseil, repartir de zéro, mais les banques ne me suivent plus. Adélaïde a enchaîné, le regard fuyant. Bastien a une idée de start-up formidable, dans la tech, un peu comme ce que vous avez fait. Mais il lui faut un capital de départ. Personne ne veut investir dans un projet porté par le gendre d'eux. Sa voix s'est brisée. Puis ma mère a joué sa carte maîtresse, la carte de la manipulation affective. La santé de ton père est fragile, Léonie. Tout ce stress, ça pourrait le tuer. Adélaïde a posé une main sur son ventre arrondi. Je fais ça pour mon bébé. Pour ton neveu, ou ta nièce. Ne voudrais-tu pas l'aider à avoir un avenir meilleur? J'ai écouté, sans rien dire, le cœur froid comme la pierre. Je voyais leur stratégie se dessiner, chaque mot, chaque regard était calculé. Ils ne venaient pas pour se réconcilier. Ils venaient pour me présenter une facture. Finalement, ma mère a abattu ses cartes. Nous pensions à un prêt familial. Pour aider ton père à démarrer et pour financer le projet de Bastien. Quelque chose comme 300 000 €. C'est ce que font les familles, n'est-ce pas? On s'entraide. Comme nous l'avons fait pour le mariage d'Adélaïde. La mention du mariage a été l'insulte de trop. La colère, une colère froide et calme, m'a envahi. J'ai regardé chacun d'entre eux, droit dans les yeux. Comme vous l'avez fait pour Adélaïde, ai-je répété lentement. Mais pas pour moi. Parce que, si je me souviens bien, je ne le méritais pas. Le visage de mon père s'est durci. La situation était différente. Différente comment, ai-je insisté. C'est Adélaïde qui a commis l'erreur. Dans un murmure chargé de ressentiment, elle a lâché la vérité nue et laide qui se cachait derrière toutes ces années de faux-semblants. C'était différent parce qu'à l'époque, on ne savait pas que tu réussirais à ce point. Cette phrase. Cette simple phrase a tout illuminé. Ce n'était pas une question de mérite, de choix de vie ou de valeur familiale. Ça n'avait jamais été le cas. C'était une question de retour sur investissement. Il m'avait méprisé parce qu'il pensait que j'étais un mauvais placement.
Et maintenant que j'étais devenu un bon placement, ils venaient réclamer leurs dividendes. Un calme étrange s'est emparé de moi. La douleur avait disparu, remplacée par une clarté absolue. Je n'avais plus mal. Je n'avais plus d'espoir. Je n'avais plus rien à leur prouver, ni à attendre d'eux. Le lien était définitivement rompu. Je me suis levé, sentant le regard de Clément sur moi, un regard plein de soutien. Je savais ce que je devais faire. Non pas par vengeance, mais par respect pour moi-même. Merci, Adélaïde, ai-je dit d'une voix parfaitement calme. Merci pour cette honnêteté. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Le silence qui a suivi était glacial. Ils ont compris, je crois, qu'ils avaient commis une erreur irréparable. Je me suis tourné vers mes parents. Je ne vous donnerai pas 300 000 euros. Ni aujourd'hui, ni jamais. Ce n'est pas une punition. C'est une conséquence. La conséquence de vos propres choix. Vous m'avez appris, à la dure, la valeur de l'indépendance. Je ne vais pas vous priver de cette leçon. Ma mère a commencé à pleurer, des larmes de frustration, pas de remords. Mon père avait le visage fermé, livide de rage. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a-t-il commencé. Qu'avez-vous fait pour moi, l'ai-je coupé. Vous m'avez nourri et logé, c'est la loi. Mais vous ne m'avez jamais soutenu. Vous n'avez jamais cru en moi. L'amour que vous me portiez était conditionnel à ma capacité à vous être utile. Et ça, ce n'est pas de l'amour. C'est des affaires. Je me suis ensuite tournée vers ma sœur. Son regard fuyait le mien. Quant à ton bébé, Adélaïde, cet enfant n'a rien à voir avec nos problèmes. J'ai fait une pause. Je vais créer un fonds fiduciaire pour lui, ou pour elle. J'y déposerai 50 000 euros. Cet argent sera bloqué jusqu'à ses 18 ans, pour financer ses études, ou son premier projet. C'est un cadeau pour mon neveu ou ma nièce. Pas pour vous. Vous n'y aurez jamais accès. Ma proposition a été accueillie par un silence outré. C'était un acte de générosité, mais ils l'ont perçu comme une ultime insulte, une façon de leur dire que je ne leur faisais pas confiance. Je pense qu'il est temps que vous partiez maintenant, ai-je dit doucement. Ils se sont levés, vaincus. En passant la porte, mon père s'est retourné et m'a lancé, plein de venin, « Tu finiras seul, Léonie. » L'égoïsme mène toujours à la solitude. J'ai souri tristement. Je ne suis pas seule. J'ai Clément. J'ai mes amis. J'ai une famille que j'ai choisie. Après leur départ, je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais vide. Et puis, une immense vague de paix m'a submergée. C'était fini. Le combat était terminé. Je n'avais plus besoin de leur approbation. J'étais libre. Cette nuit-là, j'ai écrit un dernier email. Je leur ai expliqué ma décision, sans colère, sans reproche. J'ai terminé par ces mots, je vous souhaite de trouver la paix. Mais s'il vous plaît, respectez la mienne. Ne me contactez plus. Aujourd'hui, plusieurs années ont passé. Clément et moi avons une petite fille, Rose. Elle grandit dans une maison remplie de rire et d'amour inconditionnel. Elle ne saura jamais ce que c'est que de devoir mériter l'affection de ses parents. Nous avons aussi créé une fondation qui offre des bourses et un mentorat à des jeunes entrepreneurs issus de milieux modestes, ceux qui, comme nous, n'ont personne pour leur donner leur première chance. C'est notre façon de rendre ce que la vie nous a donné. La plus grande ironie de cette histoire, c'est que mes parents avaient raison sur un point, leurs actions ont bien eu des conséquences. Leur rejet ne m'a pas détruite. Il m'a forcé à puiser en moi une force que j'ignorais posséder. En me disant que je ne méritais rien, ils m'ont donné la plus belle des raisons de tout construire par moi-même. Je ne sais pas si je leur pardonnerai un jour. Mais je ne ressens plus de haine. Je suis trop occupée à vivre la vie que j'ai choisie, à être fière de la femme que je suis devenue. Avez-vous déjà dû choisir entre les attentes de votre famille et votre propre chemin? Comment avez-vous géré cette décision difficile? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à vous abonner pour découvrir d'autres parcours de résilience. Souvenez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres, mais par l'intégrité et le courage avec lesquels vous construisez votre propre vie. Merci de m'avoir écouté.